Resistance training recommendations to maximize muscle hypertrophy in an athletic population, position stand of the IUSCA. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'une sacrée étude, un sacré papier en fait qui est un position stand. Donc un position stand c'est l'équivalent on va dire du consensus scientifique sur un domaine, surtout au vu des pointures qu'il y a dans le papier en question. Parce que il est quand même en premier auteur il y a Schoenfeld qui est le spécialiste mondial de l'hypertrophie, Fischer, alors Fischer je le connais pas mais Grick je le connais, Cody Owen je le connais, Eric Helms je le connais, Stuart M. Phillips, je crois que j'ai lu des papiers de lui. James Steele, je le connais pas, mais il me semble que ça me dit un truc. Et enfin, Vygotsky, qui est aussi une sacrée pointure avec qui j'ai déjà parlé sur Twitter. Donc, toutes ces personnes-là sont hyper qualifiées pour faire ce position stand qui va consister à dire voici comment est-ce qu'on fait de l'hypertrophie pour la majorité des athlètes, enfin même je dirais la majorité des gens aussi. En fait l'idée c'est ils disent oui pour une population athlétique, moi je vois pas vraiment en quoi c'est plus une population athlétique que d'autres, si ce n'est que en gros l'idée c'est de dire plutôt pour des pratiquants qui ne sont pas juste débutants. Et donc il parle un petit peu de tout dans l'ensemble quand même, et là je vais pas faire une comme d'habitude quand il y a un position stand où je vais revenir sur chaque point. Parce qu'en fait, dans l'ensemble, ce sont que des points que j'ai déjà traités sur ma chaîne YouTube. En gros, c'est une étude que je trouve extrêmement pertinente, mais paradoxalement sur laquelle je me suis fait relativement chier en fait pendant la lecture, parce que je connaissais déjà tout, ou presque. Sauf quelques petits points que j'ai notés quand même, mais l'essentiel je le connaissais. Pourquoi ? Parce que je me renseigne beaucoup sur l'hypertrophie, que je suis déjà ces chercheurs, donc il n'y a rien de nouveau, ce qui est bien parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas essayé de faire un truc extravagant, mais ça reste toujours intéressant pour les gens qui ne seraient pas au courant. Donc je vais pas tout détailler, mais je vais revenir juste sur les points qui me semblent intéressants, et puis du reste, eh bien, j'ai fait une playlist sur l'hypertrophie où tu apprendras basiquement tout ce qu'il y a là-dedans. Donc ils disent, donc je vais devoir revenir parce que en fait j'ai souligné des passages, donc je vais les relire en anglais et après je vais probablement les traduire en français ou expliquer ce que j'en ai retiré. Donc ils disent: At present, the evidence suggests that sarcoplasmic hypertrophy may play a limited role in the hypertrophic response to resistance training, and this response may be transient to facilitate myofibril accretion. Donc là, j'en ai parlé je crois dans une vidéo, mais en gros on parle d'hypertrophie sarcoplasmique. Et pendant longtemps les gens ont pensé que comme il y a des différences entre bodybuilder et powerlifter pour la même masse musculaire, que c'était une question d'hypertrophie sarcoplasmique et myofibrillaire, c'est-à-dire que les bodybuilders avaient des muscles plus gonflés et les powerlifters avaient des muscles qui étaient pleins de myofibrils. Donc gonflés, je veux dire gonflés, on va dire au cytosol, le cytosol qui est le sarcoplasme, en gros qui est le liquide dans lequel baigne la cellule, donc du liquide et pas de l'unité contractile qui sert à faire bouger les muscles. Donc en fait, oui, il y a de l'hypertrophie sarcoplasmique a priori, mais ce qu'ils ont tendance à dire là, c'est plutôt que l'hypertrophie sarcoplasmique en fait est un phénomène qui se passe avant l'hypertrophie myofibrillaire. En tout cas, c'est pas ce qu'ils ont tendance à dire, c'est plutôt ce qu'on suggère, parce qu'on n'a pas de preuves, mais que comme ça se passerait avant l'hypertrophie myofibrillaire, en gros, l'hypertrophie sarcoplasmique, c'est pourquoi ? C'est pour créer suffisamment de réserves énergétiques, notamment de glycogène, de choses comme ça, pour ensuite, derrière, pouvoir alimenter le muscle, ou peut-être attendre une capillarisation, ou peut-être des choses comme ça, mais en tout cas, peut-être que ça se passe d'abord, en fait, hypertrophie sarcoplasmique, ensuite myofibrillaire, ensuite re-hypertrophie sarcoplasmique, ensuite re-myofibrillaire, etc. Et que c'est pas les bodybuilders et les powerlifters, en fait, ce qui expliquerait la différence entre les bodybuilders et les powerlifters, c'est simplement que les bodybuilders ne sont pas entraînés sur les mêmes mouvements que les powerlifters, donc nécessairement, ils sont moins forts sur le squat, le soulevé de terre et le bench. Voilà. Ensuite, ils disent if the reader is interested in tight controlled experimental evidence regarding the strength-hypertrophy relationship, then the conservative conclusion is that the jury is still out. Donc ça, oui, c'est très intéressant. C'est que, en gros,
pour ce dont je viens de te parler, est-ce qu'on a besoin d'hypertrophie pour faire de la force? Est-ce que la force contribue vraiment à l'hypertrophie? L'essentiel là du position stance, c'est de dire oui, l'hypertrophie fait de la force, donne plus de potentiel pour avoir de la force, mais en fait à l'heure actuelle on est incapable de produire des expérimentations scientifiques contrôlées sans avoir aucun biais qui permettent de savoir que c'est vraiment l'hypertrophie qui fait du muscle. Donc tout semble aller dans le sens que l'hypertrophie fasse du muscle, mais on peut trouver quand même une amélioration significative de sa force sans hypertrophie, ce qui fait dire à certains auteurs que je considère un peu extrémistes que le muscle n'a rien à voir avec l'hypertrophie, enfin le muscle n'a rien à voir avec la force, pardon. Je trouve ça un peu bizarre quand même, hein, les mecs les plus costauds de la planète, ils sont quand même pas mal musclés. Donc dans l'idée, ça me semble bizarre que la force soit totalement décorrélée de l'hypertrophie, mais on ne peut pas dire à l'heure actuelle que c'est vraiment le cas. C'est là où c'est une des limites de la science. Pour avoir des protocoles hyper contrôlés, quelquefois il faudrait pouvoir isoler des choses qui ne sont pas isolables. Although we cannot necessarily infer chronic hypertrophic adaptation from acute responses, these studies can provide insights into mechanisms by which adaptations might occur. Donc, pendant de longues années, on a cru que tout ce qui était mesuré en fait en mesure hypertrophique aiguë après une séance, ça voulait dire qu'à long terme, on ferait plus d'hypertrophie en utilisant le protocole utilisé pendant la séance. C'est pas nécessairement vrai, on n'a pas de moyen de le savoir en fait là, et on a comment dire des raisons de penser que même ce serait pas forcément le cas. En revanche, on peut quand même en dériver certains mécanismes par lesquels l'hypertrophie arrive, et il faut pas, si par exemple on a deux méthodes qui sont à peu près équivalentes ou qui sont tout est contrôlé en condition et qu'il y en a une qui fait avoir plus de plus de synthèse protéique après une séance que l'autre, on peut quand même se dire que celle-ci, si tout est équivalent par ailleurs, celle-ci est supérieure pour l'hypertrophie à long terme. It may be prudent to limit incremental increases in the number of sets for a given muscle group to 20% of an athlete's previous volume during a given training cycle for weeks, and then readjust accordingly. Donc là, on passe au volume à utiliser pour faire du muscle. Donc le volume, c'est le nombre de séries par semaine, le nombre de répétitions, etc. Et en fait, ils disent d'individualiser ça, et ce qui est logique en fait, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas la même réponse à l'entraînement, et c'est pour ça que tout le monde qui dit oui 10 séries ou 20 séries ou 30 séries ou je sais pas quoi, ça n'a pas de sens. L'important c'est plutôt de t'entraîner un tout petit peu plus que ce qu'il y a eu avant, donc pas plus de 20% de séries en plus de ce que tu as fait dans le cycle précédent, sachant que tu n'as pas nécessairement besoin d'augmenter systématiquement. À des moments tu peux revenir à des volumes moins importants. Et ça peut quand même te faire progresser en hypertrophie parce qu'il ne faut pas aller jusqu'à ce qu'on appelle le surentraînement. Voilà, it may be advantageous to spread out volume over more frequent sessions when performing higher volume programs. Donc, en gros, là, ils expliquent que les recommandations générales dans une séance, on a tendance à voir que, en gros, même si tu accumules toutes tes séries sur une seule séance, tu vas progresser autant que si tu faisais ça sur plusieurs séances. Ce qui est un peu contre-intuitif, mais ils disent quand même que ça semble plus, même si on n'a pas d'études qui démontrent ça, ça semble quand même être plus logique si on en a l'occasion de séparer ça sur plusieurs séances, parce que peut-être qu'au bout d'un certain volume, en gros, on va se retrouver, notamment de séries par groupe musculaire, on va se retrouver en fait à faire face à un plafond, et ce plafond-là qu'on ne pourra pas dépasser d'hypertrophie pendant une séance. Donc potentiellement, le faire en sorte d'être moins fatigué et de faire mieux travailler nos muscles, de faire travailler nos muscles plutôt sur plusieurs séances différentes, fera mieux travailler nos muscles et nous permettra de faire plus d'hypertrophie. C'est quelque chose que je recommande souvent. Si tu en as l'occasion, sépare tes séances. Ça te fera pas de mal et ça te permettra en règle générale d'être plus frais, plus dispo, plus capable d'avoir des séries de qualité et donc de l'hypertrophie aussi. Training to failure over multiple sets tends to compromise volume load, which in turn may impair hypertrophic adaptation.
Moreover, some evidence indicates that continually training to failure across multiple sets induces markers of overtraining, which in turn may negatively impact muscle building capacity. Although it should be noted that with respect to resistance training, no marker other than sustained performance decreases have been established as reliable indicators of overtraining. Donc s'entraîner à l'échec, c'est pas oufissime si on le fait sur plusieurs séries parce qu'en fait on se retrouve à avoir plusieurs séries d'affilée parce qu'on se retrouve à avoir du coup moins de capacité d'accumuler le volume sur une certaine durée, que ce soit dans la séance ou même dans la semaine ou même dans le cycle, dans le mois, etc. Et bref, on se retrouve plus facilement à aller proche du surentraînement alors qu'on n'a pas besoin de ça pour maximiser l'hypertrophie. Donc tous les gens qui disent oui, il faut aller à l'échec tout le temps, c'est peut-être pas le top. Il vaut mieux chercher à s'arrêter relativement loin de l'échec, alors pas non plus trop loin, on va dire entre 2 et 5 reps de l'échec, pour pouvoir maximiser nos adaptations en hypertrophie. Parce que du coup après on sera trop fatigué sinon. Age should also be considered when prescribing certain points. Evidence indicates that recovery capacity tends to decline with advanced age, necessitating a longer recuperative period after a resistance training bout. Donc là, en fait, ils disent plus tu vas être âgé, plus tu vas avoir tendance à fatiguer vite, à faire de l'inflammation vite, à moins avoir de capacité de récupération. Et donc, plus tu es âgé, moins il faudrait te rapprocher de l'échec. Donc, encore une fois, pour la même raison invoquée que plus tôt. Mais ça me semble important de voir que l'âge peut avoir cet impact-là. Parce que c'est vrai que on n'en parle pas nécessairement très souvent. This is evidence in the final 3 studies using flywheel technology for the muscle of the lower body. Small but notable hypertrophic differences were identified in the quadriceps in favor of the flywheel groups over 5 and 6 week interventions. However, no statistical differences were identifiable, je sais pas comment on dit, during an 8-week intervention. Donc en fait, ça ils disent, et ça c'est très intéressant, ils disent que en gros la seule technique qu'ils ont vue qui fonctionnait bien en termes de technique avancée, tu sais, c'est de faire de l'excentrique accentué, donc de mettre plus de charge en excentrique. Mais ils ont remarqué que ça fonctionnait bien sur le court terme, mais pas sur le long terme. Et peut-être que en fait les techniques avancées, on n'a pas vu de gros avantages à les faire parce qu'on les fait travailler pendant trop longtemps en fait. C'est-à-dire que les techniques avancées, peut-être qu'elles devraient être utilisées dans des phases courtes pour intensifier l'entraînement et après laisser des grosses phases de récupération. Donc en fait, pas aller chercher l'overtraining, mais peut-être juste l'overreaching, donc pouvoir après créer une surcompensation. Et donc c'est peut-être ça qui serait important à faire, mais pas du coup, absolument pas chercher à les utiliser tout le temps dans notre entraînement pour tout le temps intensifier et en fait se retrouver à ne plus progresser parce qu'on aura trop accumulé de volume et donc on sera au-delà de nos capacités de récupération. Donc ça, valable, et comme ils le disent, la seule méthode qui semble fonctionner bien, c'est l'excentrique accentué, pas les drop sets, pas les choses comme ça. Donc voilà, à prendre avec les pincettes que tu veux, mais ça me semble intéressant. Et enfin, current evidence does not seem to support a concurrent training interference effect for hypertrophy, at least within the relatively moderate volume studies, although the somewhat limited extent of research on the topic precludes our ability to draw strong conclusions from a practical perspective. Assuming that training volumes are not overly excessive, trainees can likely engage in aerobic endurance type cardio training alongside their resistance training without detriment to their adaptive response. Donc là, c'est aussi très important, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé des effets d'interférence. Je suppose qu'ils existent toujours, qu'ils existent les effets d'interférence, ça voilà. Je suppose toujours qu'ils existent plutôt, malgré ce qu'ils en disent là. En revanche, ils sont beaucoup moins importants que ce qu'on pourrait penser et même c'est intéressant de faire du cardio, ne serait-ce que pour pouvoir limiter par la suite
le temps de nos séances pour pouvoir faire des temps de repos plus courts, parce qu'en faisant du cardio, on devient capable de récupérer plus vite. Donc faire du cardio, c'est bien, c'est bon pour la santé. Faites-en à côté de votre entraînement en musculation. Pas, en revanche, si vous voulez maximiser le muscle, ça ne sera pas nécessaire, on va dire. Ce sera plutôt pour vous à côté. Et du coup, eh bien, on a relativement peu d'effets d'interférence. Donc, beaucoup de gens pensaient que oui, mais si tu faisais du cardio à côté, tu allais perdre tous tes gains musculaires. Non, ça ne sera pas le cas. Néanmoins, et là, je voudrais quand même le rappeler, tu ne perds rien à séparer, si tu le peux, hein, à séparer tes séances de cardio et d'entraînement de résistance, ou à au moins faire ta séance de cardio après ta séance d'entraînement de musculation, parce que faut pas oublier non plus que le cardio c'est pas forcément une question d'interférence, mais c'est aussi une question de volume d'entraînement rajouté en fait. Donc si tu te retrouves avec du volume qui se rajoute sur le cardio, bah, c'est autant de volume que tu n'auras pas faire en musculation avant de te retrouver en situation de surentraînement. Donc voilà, à mon avis, il faut quand même savoir gérer les deux et pas trop se stresser à côté de ça. Et voilà quoi, dans l'ensemble, je pense que j'ai fait un petit peu le tour du papier vis-à-vis des choses, des highlights à choper. Je t'invite quand même à le lire parce qu'il est en open access, donc ça vaut le coup de le faire. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.